La République démocratique du Congo, notre pays, a besoin ce jour de gens valables, capables de pouvoir la défendre partout, à travers les concerts des nations, à travers leurs prestations, dans toutes les institutions où ces Congolais se retrouveraient. Donc, on a besoin de gens qui vont se distinguer à travers leur agir, seul moyen pour aider le pays aujourd'hui. Dans les conditions difficiles, nous savons, sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, sur le plan diplomatique, sur le plan sanitaire, même sur le plan de l'éducation. Il faut trouver des Congolais, sinon il faut qu'on ait des Congolais capables de pouvoir comprendre que c'est par là que l'image du pays va changer. Le trafic d'influence, bon, c'est parce que je suis proche d'eux et qu'il faut à tout prix les autres s'agenouillent. Ces pratiques également, nous devons les bannir, les refuser. Le comportement de vouloir à tout prix humilier les autres, je considère comme des antivaleurs. Et voilà, nous allons réfléchir aujourd'hui à travers cette émission autour de ce genre de comportement, ce genre d'homme que nous recherchons pour redresser ce pays. Et nous devons en même temps dire, il y a de ces comportements que nous devons tous dire, en tout cas, plus possible. On a comme pays que la République démocratique du Congo, du moins pour nous autres. Merci. On prend l'article 15 de la Constitution. La Constitution votée en 2006, révisée en 2011. Certaines dispositions ont été touchées en 2011. L'article 15 dit ceci. Les pouvoirs publics veillent à l'élimination des violences sexuelles, sans préjudice de traités et accords internationaux. Toute violence sexuelle faite sur toute personne dans l'intention de déstabiliser, de disloquer une famille et de faire disparaître tout un peuple est érigée en crime contre l'humanité puni par la loi. C'est la Constitution. Nous abordons nos quelques questions d'information et d'analyse en même temps, mais nous commençons par l'arrestation de notre sœur, Denise Mukendi. Nous parlons de ça parce que nous avons abordé la question lors de la précédente émission. Je vous expliquais comment moi, personnellement, j'avais eu l'information de la part de Jacqueline Dall à son temps, après l'émission, parce qu'on s'était retrouvé sur un plateau de télévision, un débat contradictoire avec lui. Il me parlait à son temps qu'il ne sait pas s'asseoir. Je vous avais dit à travers cette émission que je n'avais pas à son temps l'information sur un quelconque viol. Il ne m'a pas dit ainsi. Donc, je peux supposer qu'il m'avait caché l'information. Et aujourd'hui, la question portée à la place publique, à travers le débat sur les réseaux sociaux qu'il y a eu entre Denise Mukendi et Jacqueline Dalla. Tous nous avons suivi, et d'ailleurs nous voulons vous balancer même le propos de Denise Mukendi, qui affirmait que j'étais fait arrêter avec peu de moyens. Et on t'a aidé, sûrement que toi tu n'es pas aidé, mais on t'a aidé. Et on a fait de toi ce qu'on pouvait, et c'est sur mes orientations, même si je n'étais pas sur place à Kinshasa. Jacqueline Dalla, je pense que tu as une mémoire courte. Oui, maintenant je vais le dire, parce que tu avais dit Moutouandima Oté en 2020. Toi, tu es un petit opposant. Parce que quand il a fallu t'arrêter, j'étais arrêté, j'ai déployé peu de moyens. Quand tu dis aux gens, Denise m'a arrêté, parce que Denise a la poto comme Kangio. Et puis tantôt, Kangio, basali visite, il y a ça Simanao. Ouais, tu es resté ma boule.
Parce qu'en soi, il y a ça PDT. Mais bah, ok? Oh, comment moi, si, je t'ai fait du bien. Je t'avais bien fait ça. C'est un propos qui a choqué pratiquement tout le monde. Et quelques temps après, c'est Jacques Ndala qui passe sur les antennes pour affirmer, effectivement, selon lui, qu'il avait été violé quand il était arrêté à la mer. Et les gens ont commencé à s'interroger, on dit, mais comment ça? Entre les mains de l'État, c'est la sécurité. Si entre les mains de l'État, ça devient l'insécurité, à ce moment-là, c'est trop inquiétant. D'autres personnes aussi sont allées plus loin pour dire, mais là, on a crassé sur l'image de la mer. C'est un service d'intelligence, et là, on ne recrute pas n'importe qui. Comment elle peut donner une telle image de service de sécurité, entre autres ici la mer? Et c'est un service rattaché à la présidence. Ça a mal sonné. Et voilà, on l'a arrêté à Brazzaville pendant qu'il voulait prendre la voile pour la France. Depuis hier, elle est ici à Kinshasa, sûrement détenue dans les geôles des services de sécurité, précisément ici, la mer. Je pense que c'est l'occasion pour la mer de nettoyer cette mauvaise image affichée, sinon vendue, par cette dame à travers sa déclaration. Tout le monde a dit que c'est cruel, un tel acte, être posé par les services est censé sécuriser les gens. Et une telle image à travers le monde, si les gens doivent comprendre que dans les services de sécurité en RDC, des pratiques comme ça se font, je crois que ce n'est pas une belle image pour notre service, sinon nos services. C'est une occasion, sûrement, elle sera alors à mesure de prouver auprès des services qu'il y a eu ça, c'est telle personne que moi j'avais envoyé le peu d'argent en distance, il a posé tel acte auprès de Jacques Ndala et c'est moi qui ai commandité. À ce moment-là, les gens pourront être fixés. Si elle ne sera pas à mesure de prouver cela, imaginez ces propos, comment ils seront considérés. Cracher de cette façon sur les services de sécurité, entre autres ici la mer, je crois qu'aucun Congolais sérieux ne peut encourager. Donc, suivons d'abord ce qu'avait dit Denise Mukendi à son temps contre Jacques Ndala et contre l'image de la mer. Suivons. Merci. Nous abordons l'autre question, c'est comme qui dirait l'information. L'opposition a organisé un sit-in hier jusqu'au ministère, au bâtiment du ministère de la Justice. Quelques partis politiques se sont mobilisés et ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas été inquiétés par les services de sécurité. Ils ont échangé avec le ministre de la Justice, Constant Mutamba. Et cet acte a beaucoup plu à beaucoup, excusez la tautologie, parce que il est sorti de son bureau, il est venu échanger avec les opposants qui ont apporté un mémorandum. Dans leur mémo, ils déplorent la justice de 2 poids, 2 mesures, la justice à double vitesse, tout en saluant l'initiative du ministre de la Justice qui a consisté à libérer beaucoup de prisonniers qui, visiblement, parfois, leur dossier ne nécessitait pas leur arrestation, et avec objectif, d'ailleurs, pour le ministre, de désengorger la prison parce que le nombre est exorbitant, mais pour l'opposition, il aurait fallu que sur cette liste, on aligne aussi quelques opposants. Et on cite quelques opposants, on cite Jean-Marc Kabound, on cite Maïke Mukebai, que je salue ici, chers amis et chers frères, partout où on est, mettez en tête que nous pensons à vous. Ils ont cité, on a cité même Daniel Safou, où on ne serait pas là où il serait.
On a évoqué le cas de Sidiki Kounou. Et donc, pour eux, substantiellement, il y a acharnement contre l'opposition. Et pour ça, ils ne sont pas d'accord. Ils déplorent que les jugements n'en suivent pas. Et le ministre est venu, il a reçu les mémos, il leur a promis qu'il va étudier le mémo et sûrement qu'il y aura des réponses positives à les revendications, si les revendications sont exactement pertinentes. Cette initiative d'échange avec le ministre, mon point de vue, c'était une bonne chose. Je ne sais pas si nous avons des images aussi, vous allez suivre. Mais aussi, le président de... On dit quoi? La CENI. C'est quoi encore la CENI? La Commission électorale nationale indépendante, la CENI. Tu vois, maintenant on commence un peu à oublier depuis qu'on a terminé les élections. On a oublié cet épisode des élections. Voilà, le président de la Commission électorale nationale indépendante est allé échanger avec le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Mais leurs échanges ont tourné également autour des élections dans des entités où celles-ci n'ont pas été organisées. Entre autres, à Yakoma, là nous sommes à Nord-Bangui, et à Massissi, c'est à Massimamimba ici, dans le de Kinshasa. Et le président Kadima a dit, c'est dans quelques jours, dans quelques instants, bientôt, ça ne va pas trop traîner, nous allons organiser ces élections. Et c'est à lui de compléter, il dit, ce qui bloquait depuis tout ce temps, c'est les moyens. Alors maintenant, comme on commence à décaisser les moyens, ces élections seront organisées pour qu'on complète le nombre de 500 députés à l'Assemblée nationale tel que veut la Constitution. Suivant le président de la CENI, le propos qu'il a tenu après audience avec le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, et nous allons revenir. Une visite de courtoisie. Vous savez que la CENI est l'émanation de l'Assemblée nationale. Maintenant qu'il y a une nouvelle équipe, il fallait bien qu'on vienne pour faire le point. D'autant plus que nous sommes à mi-parcours depuis que nous avons commencé. On est vraiment au milieu de notre mandat. Il fallait venir faire le point sur le processus électoral, mais aussi sur toutes les questions pendantes. Il fallait en discuter et c'est ce qu'on a fait. C'était très bien. Une autre question qui se pose au sein de l'opinion, à quand les élections à Yakoma et Massimamimba? Yakoma et Massimamimba, c'est pour très bientôt. Qu'est-ce qui bloque? Non, ce qui bloquait, c'était les fonds, mais je pense que c'est en train d'être décanté et bientôt nous allons sortir un calendrier qu'on va publier pour que tout le monde sache comment ça sera synchronisé. Le président de la République séjourne, comme nous avons dit depuis avant-hier d'ailleurs, aux États-Unis où il est allé participer à l'Assemblée générale des Nations unies. Hier, nous avons analysé une partie de son discours. Aujourd'hui, nous prenons une autre partie du discours. C'est ce qui nous intéresse plus d'ailleurs. Le président de la République, dans son propos, il appelle d'ailleurs la communauté internationale à imposer des sanctions ciblées contre le Rwanda et il exige par l'occasion, comme nous avons dit hier, le retrait plutôt des troupes rwandaises du sol congolais. Cette question nous a intéressés pour analyser. Le président s'est cité toujours le Rwanda. Difficile d'avoir un point de vue contraire d'un autre État qui condamnerait les propos du président de la République démocratique du Congo sur cette question de nos relations avec le Rwanda. On s'est démontré toujours que le M23 est la fabrication du Rwanda sur le sol de la République démocratique du Congo. Et dans son discours, il est encore revenu comme pour confirmer effectivement que c'est le Rwanda. Et à l'occasion, il demande auprès de cette communauté internationale, que nous disons, est devenue quelque part un peu impuissante, parce que ces résolutions ne sont plus obtempérées par les États. Au moins, le chef demande
à cette communauté internationale de pouvoir prendre des sanctions ciblées. Sanctions ciblées, ça veut dire, oui, on parle du Rwanda, mais il faut voir les personnalités rwandaises qui sont à la base de la déstabilisation de cette partie d'Afrique. Et la RDC, à un certain moment, connaissait ces sanctions de cette communauté internationale. Les Chadari, les Médomalanga, les Bouchard, beaucoup à son temps étaient sanctionnés. Ça semblait être un peu inutile, mais ils subissaient parce que la transaction financière passe par des banques. La plupart des banques que nous avons en Afrique, d'ailleurs, sont des banques anglophones. Et ça pose problème. Et ici, le chef de l'État plaide pour qu'on sanctionne. Alors, on se poserait la question, une question comme celle-ci, des relations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, où nous savons, le monde entier voit et sait le nombre de victimes que nous avons enregistrées. Encore que la mission des Nations Unies sur place ici, elle est témoin, elle vit tout ce qui se passe ici en RDC, mais comment comprendre que cette communauté internationale, toujours incapable, sinon impuissante, de pouvoir prendre des sanctions contre le Rwanda? C'est alors que vous allez comprendre, comme nous vous avons expliqué hier, le pouvoir rwandais est soutenu à ce jour par les démocrates au pouvoir aux États-Unis. C'est de la même manière que le même pouvoir soutient l'Israël. C'est la même façon que le même pouvoir soutient l'Ukraine. Dans ces conditions, il sera un peu difficile parce que les États-Unis, c'est le pays qui pèse plus dans cette organisation appelée ici l'ONU. La position souvent prise par les États-Unis passe, même si les autres ont le droit de bloquer à travers leurs actes de veto, mais souvent ça passe parce qu'on parvient à convaincre les autres et prendre une décision qui soit acceptée par tout le pays. Mais lorsque c'est le refus, il est difficile, par les États-Unis bien sûr, il est difficile cette fois-là que la question passe. Et le chef continue à plaider pour qu'on procède par des sanctions ciblées. Deuxième cas évoqué par le président de la République, c'est le retrait des militaires rwandais du sol congolais. C'est la question la plus compliquée. Parce que comme je vous expliquais dans le passé, le Rwanda a multiplié des narratifs pour ne pas reconnaître la présence de ces militaires sur le sol congolais. Vous n'aurez pas l'idée. Le Rwanda a voulu créer d'autres mouvements, entre autres ici l'AFC, pour que lui se cache derrière. Le Rwanda a fait des déclarations telles que son gouvernement ne reconnaît pas avoir envoyé des militaires en République démocratique du Congo. Et pourtant, nous savons tous, on a toujours suivi les menaces de Paul Kagame dans le temps où il disait qu'il était prêt d'envoyer ses militaires pour traquer les FDLR. Et nous voyons lorsque les militaires tombent au front, nous savons identifier les militaires rwandais. Des militaires, pas des Rwandais comme civils qui adhèrent dans un mouvement. Non, des militaires, des officiers rwandais qui tombent. Et lorsqu'ils tombent, vous fouillez et vous trouvez ces identités. Et effectivement, il est indiqué c'est Rwandais, c'est militaire, il est dans telle organisation, ainsi de suite. Donc, il n'y a plus de débat. La seule chose à faire maintenant, c'est de retirer maintenant ces militaires. Dans les discussions de Luanda, entre les deux délégations des affaires étrangères, une telle affirmation a été avancée. Et j'ai m'interrogé à travers ce plateau sur la matérialisation. Alors maintenant, il y a des appels qui se font à la tribune des Nations Unies. J'aimerais comprendre aussi, en fait, compte la position du Rwanda à travers son président sur cette question. Les prétextes ne manqueront pas. Mais c'est ce que le chef de l'État aurait dû marteler. Le chef aurait dû démontrer ceci à la face du monde.
Regardez comment Paul Kagame a tergiversé, a changé de propos. Parce que lorsque le président de la République fait son interview de la Belgique où il était malade, un jour après, c'est Paul Kagame qui passe sur les antennes de France 24 pour démontrer à la face du monde que lui héberge les Congolais Tutsis. Et il était prêt à se battre avec ces Tutsis afin qu'ils nous rentrent maintenant dans leur terre. C'est un prétexte. Et là, c'est une corde au cou pour les Congolais. Comment être à mesure de démontrer à la face du monde que ceux que lui prétend être Congolais ne sont pas des Congolais, sont des Rwandais. Naïf que nous sommes un pays extraordinaire ici. Vous pouvez descendre à l'aéroport de Ndjili. Oui, vous présentez votre passeport, votre document, vous entrez. Une fois entré ici en RDC, on ne saura plus vous poser la question des documents, on sait plus identifier qui est Congolais, qui ne l'est pas. C'est un pays extraordinaire. Vous pouvez construire des maisons en étage de gratte-ciel. Personne ne vous posera la question d'où provient l'argent. Personne. Vous pouvez aller vous identifier dans une banque ou ailleurs. Vous pouvez donner un autre nom que ce que vous êtes. Et on va vous accepter comme tel et puis ça passe. Et on vous sert. Et pourtant, en réalité, vous n'êtes pas Congolais. Nous sommes un pays extraordinaire. Dans ces conditions, et voilà Paul Kagame trouve des prétextes. Comment nous saurons dire que ces gens ne sont pas Congolais? Paul Kagame a eu à dire, comme je l'ai dit pas longtemps ici, sa sécurité est menacée. La sécurité de son pays est menacée par les FDLR. Et j'ai toujours démontré qu'ils ne font jamais d'incursion au Rwanda. Ça a été un prétexte pour justifier sa présence. Et d'ailleurs, à l'époque, nous avons mutualisé également les efforts avec le Rwanda pour traquer les FDLR. Il fallait démontrer cela. Il fallait aussi démontrer comment il a menti à son temps comme pour dire ce qui se passe en RDC. Le Rwanda n'est pour rien. Et pourtant, nous voyons les militaires rwandais. Le Rwanda n'est pour rien. Il s'agit de la question de la mauvaise gestion des autorités congolaises. Mais question de la mauvaise volonté, mais sur terrain, c'est les militaires rwandais qui meurent. Ce sont des arguments forcés par Paul Kagame. Nous avons entendu à un certain moment dire non, mais parce que la répartition de l'Afrique lors de la conférence de Berlin en 1885 n'a pas été bien faite et donc il faudrait qu'on fasse tout pour revoir les limites. Le Rwanda s'étendait jusqu'au nord Kivu. Nous avons entendu de telles déclarations et de fausses déclarations. Et je pense que le chef de l'État aurait dû insister sur des cas comme ça pour démontrer davantage, n'est-ce pas, les mauvaises velléités du Rwanda sur le sol congolais. Et aussi déplorer cette politique qui consiste à chaque fois de nous endormir. À chaque moment que nous tentons d'oser attaquer, on nous interrompt. Si ce n'est pas par des discussions, c'est par les cessez-le-feu, c'est par des trêves, et pendant ce temps, c'est l'organisation de l'autre côté, et finalement, ils poussent des racines pour les déloger. Ça devient un peu difficile. Ils ont occupé un grand espace, parce que simplement, ceux pour qui nous comptons ne nous facilitent pas la tâche, ils sont dans le jeu contre nous. Mais naïfs que nous sommes, nous croyons que le salut proviendra d'eux absolument. À travers ces échanges dans cette Assemblée nationale, cette Assemblée générale des Nations Unies,
on essaie de démontrer que le problème en RDC, la crise en RDC, sa solution ne proviendra pas de la force militaire. Sa crise trouvera solution, la solution à cette crise proviendra des discussions, des négociations. Ah oui, mais de quelle manière nous allons négocier cette fois-là? C'est mieux de négocier lorsque vous êtes en position de force. Lorsqu'on est en position de faiblesse, on risque de nous faire imposer certaines dispositions parce que simplement nous aurons voulu, nous aussi, atteindre un objectif, celui de récupérer l'intangibilité de notre pays. Attention, on a une certaine expérience, question de nous référer. Les différents textes que nous avons signés dans le passé avec ces mouvements, le M23, le CNDP, le Rwanda, ainsi de suite, c'est à chaque moment que nous étions en position de faiblesse. Vous allez vous rendre compte, en 2013, lorsque nous nous retrouvons à Kampala, on a discuté, on nous a imposé des choses. Et nous étions prêts à pouvoir apposer la signature parce qu'on s'était convenu. Quelques membres de notre délégation sont rentrés parce qu'ils avaient estimé que le travail était fini. Mais je crois le 4 novembre, entre 4 novembre et quelque chose comme ça, nous allons gagner maintenant la guerre. Les militaires vont chasser ceux de M23. Au moins, c'était bien préparé depuis le 24 février 2013 à travers l'accord d'Addis Abeba. Et lorsque nous avons vu que nous avons chassé le M23, mais on n'a pas signé l'accord en question, le draft est resté. Mais quand vous lisez le draft, vous allez vous rendre compte comment nous étions dépendants d'eux du fait qu'eux avaient occupé un grand espace, parce qu'à l'époque, ils avaient pris Goma, ils se sont retirés quelques kilomètres de Goma, c'est pendant ce temps qu'il fallait discuter avec le M23. Ils étaient en position de force, nous étions en position de faiblesse, et nous avons accepté ce qu'ils nous imposaient. Et heureusement, et lorsqu'il y a eu un coup militaire, c'est ce qui a fait qu'on refuse maintenant d'apposer la signature, et nous allons nous retrouver à Nairobi, c'est parce que la signature a été prévue le 11 novembre 2013, et nous allons nous retrouver un mois après à Nairobi, le 12 décembre 2013, pour faire la déclaration, ou les 3 déclarations devant le secrétaire général des Nations Unies. Comment on a eu les 3 déclarations? La raison c'est la même, parce qu'on s'est senti maintenant un peu fort. Non, nous ne pouvons pas avoir le même texte avec le M23. Le M23 fait son texte. Nous, gouvernement Kinshasa, nous faisons notre texte. Et le facilitateur, qui était le président ougandais, fait également son texte. Et nous avons eu 3 textes, 3 déclarations. Ça, c'est une histoire récente. Et c'était cela. Et donc, imaginez que nous étions en position de faiblesse. On n'irait même pas à Nairobi le 12 décembre 2013. Tout serait fait à Kampala le 11 novembre 2013. On apposerait la signature et c'est fini. Heureusement que les militaires ont facilité les choses et nous allons refuser la signature du texte commun que nous devons travailler pendant plus d'une année à Kampala et nous allons nous retrouver à Nairobi pour signer les 3 déclarations, 3 textes différents, comme pour dire maintenant nous ne dépendons plus forcément de vous. Et donc, toujours bon de discuter lorsque on est en position de force. À ce jour, sommes-nous réellement en position de force ou de faiblesse? Je dis, nous sommes en position de faiblesse. Parce que 2 territoires sont occupés. Beaucoup d'espaces sont occupés par le M23. N'y a-t-il pas moyen, il n'aurait pas été mieux pour nous de continuer d'abord avec le feu militaire et en même temps envisager les discussions? Peut-être que ça peut arriver. En fait, quand on les chasse définitivement, qu'est-ce qu'on fait cette fois-là? Parce qu'avec le Rwanda, on va continuer à discuter, on va continuer à signer les accords, mais tant qu'ils n'auront pas atteint leur objectif,
Ils vont revenir. Ils vont encore chercher d'autres prétextes pour attaquer la République démocratique du Congo. C'est cela la réalité. Mais la seule façon de faire pour que de tels cas ne se reproduisent plus en termes d'attaque contre nous, c'est de nous organiser très sérieusement militairement. Et aussi avec une intelligence dans les services de sécurité. Militairement, hier, on ne pouvait pas avoir une bonne organisation parce que nous étions très fortement intégrés, très fortement infiltrés. Aujourd'hui, oui, nous sommes infiltrés, mais sur 100%, je crois, on peut parler de 40 ou 30%. Donc, on a résolu quand même le problème dans cet angle d'infiltration. À ce moment-là, si on peut, en tout cas une fois de plus, forcer l'organisation militaire, je crois qu'on peut réussir. Même dans le service de sécurité, service d'intelligence, on était fortement infiltrés. Mais aujourd'hui, avec ce combat qui a consisté à pouvoir identifier les infiltrés, on a réduit quand même la portion. Donc on peut oser aller à l'organisation. Ça ne partira pas totalement, c'est vrai. Et c'est comme ça que le monde doit fonctionner. Vous envoyez les services d'intelligence chez moi aussi je vous les envoie chez vous. Et ils vont comprendre ce que vous pensez contre moi. Et vos services également vont comprendre ce que moi aussi je pense contre vous. C'est à ce moment-là que les positions sont prises à travers les voies diplomatiques sur telle question contre tel pays. Ce travail doit être fait normalement. Et donc, je ne crois pas trop qu'à travers des discussions, on aura une solution qui sera totalement à notre avantage sur l'avenir et même pour le présent aujourd'hui. Il faudrait ce sursaut d'orgueil sur le plan militaire pour que les autres nous respectent. L'effort que nous devons fournir pour le reste du temps, c'est dans ces conditions-là. Je crois que nous mettons le chef de l'État, nous prenons maintenant son extrait lors de son discours où il revient à cette question. Il demande à la communauté internationale des sanctions ciblées contre le Rwanda, également lorsqu'il demande le retrait des militaires rwandais du territoire congolais, suivant le président de la République. Nous avons la responsabilité de conjuguer nos efforts et de réaffirmer notre engagement envers le multilatéralisme, qui est la clé de solutions véritablement transformatrices face aux défis qui rongent notre monde. Comme l'a si bien exprimé Dag Hammarskjöld, ancien secrétaire général de l'ONU, dont le sacrifice en faveur de la paix en République démocratique du Congo nous rappelle la gravité de notre mission, je cite, « Le but de l'ONU n'est pas d'emmener l'humanité au paradis, mais de le protéger de l'enfer. » Fin de citation. En cette période critique du multilatéralisme, le multilatéralisme revêt une importance cruciale. Il permet de répondre aux menaces communes, de protéger notre planète et de renforcer la société civile ainsi que les droits humains. Voilà, nous terminons notre émission par là. En tout cas, merci. Nous allons encore nous retrouver demain, c'est déjà vendredi. Et le samedi, on a encore 2 jours de la semaine. Mais l'important dans tout, ce que nous avons dit ici, c'est d'avoir des gens capables. Qu'on soit militaire, qu'on soit des services d'intelligence, qu'on soit politique, mais tant qu'on n'aura pas la conscience, telle que ici il s'agit du pays,
Nous devons nous battre pour notre pays. Nous ne pouvons pas travailler pour l'ennemi. Tant qu'on n'aura pas compris cela, nous allons tourner en rond pendant longtemps. Si réussir la vie signifie personnellement avoir ce que j'ai comme besoin, sans tenir compte de la communauté, on n'aura pas résolu le problème pour ce pays. Parce que penser de cette manière, c'est s'exposer à la corruption. Le Rwanda peut te donner l'argent. Lorsque tu as l'argent, tu vas te dire, enfin, moi je me retrouve, je peux faire ce que je fais contre le pays, vous allez desservir votre pays. Ignorant qu'en desservant votre pays, même si vous avez l'argent, là, vous êtes en train de vous desservir vous-même. C'est ce genre d'homme que nous avons besoin. Des personnes qui vont faire le dépassement d'eux-mêmes. Croire uniquement à l'avenir de leur pays. Comment construire notre pays? Sur le plan militaire, comment nous pouvons être forts? Comment les autres peuvent nous respecter? C'est dans ces conditions. C'est de cette façon, le genre d'homme que nous avons besoin. On n'a pas besoin de traîtres. L'argent. Que sert à l'homme de gagner le monde s'il détruit sa propre vie? La Bible. Itomba nini na moto, alonga mokili, na sima ya kobebisa bomoi na ye moko. La Bible. Merci. Je vous rappelle alors la pensée d'Héraclite d'Éphèse. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Au revoir, à la prochaine. N'allez jamais ailleurs. Ici, d'abord. Merci.